Le rapport 2015 sur l'insécurité alimentaire rendu public par la FAO indique que le Togo est en passe d'atteindre les objectifs internationaux de réduction de la faim, illustration de la politique de lutte contre la faim menée par les plus hautes autorités togolaises. Le gouvernement et les sociétés de production du ciment s'engagent à rendre pérenne la production, la disponibilité de cette denrée. Vous suivrez l'engagement des différentes parties dans ce journal. Et puis la mutuelle des commerçants et artisans du Togo veut jouer toute sa partition dans la réduction de la pauvreté au Togo. À travers la DOSI, elle forme ses membres dans la gestion administrative et financière d'une entreprise. C'était là les titres de cette édition. Bonsoir et bienvenue au journal de 20h. Bonne nouvelle pour le Togo, le rapport 2015 de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, indique que le Togo est en passe d'atteindre les objectifs internationaux de réduction de la faim. La politique de lutte contre la faim menée par les plus hautes autorités togolaises enregistre des résultats encourageants. Les grands axes de cette politique de lutte contre la faim avec Pierre Soussouko. Les efforts du Togo en matière de la sécurité alimentaire, encore une fois, salués par le système des Nations Unies. Selon le rapport 2015 sur l'insécurité alimentaire dans le monde, rendu public ce mercredi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le Togo est de nouveau cité en bon élève. Alors que l'Afrique subsaharienne reste dans le rouge, avec près d'un quart de sa population en état de sous-alimentation, le Togo, lui, selon le rapport, est en passe d'atteindre les objectifs internationaux de réduction de la faim. Une situation rendue possible grâce à la volonté du chef de l'État de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Et la politique agricole mise en place à cet effet à travers le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, et ses différentes composantes ont apporté une importante amélioration dans le quotidien des populations, surtout dans le monde rural. Le nombre de personnes sous-alimentées qui s'élevait à 1,2 million entre 2010 et 2012 est passé aujourd'hui à 800 000. Preuve que le progrès est encourageant, mais beaucoup reste encore à faire et les autorités du pays s'y emploient. En juin 2013 déjà, au sommet mondial sur l'alimentation, la FAO a honoré le Togo pour les efforts enregistrés dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Beaucoup d'autres projets et programmes, en l'instar des cantines scolaires et les transferts monétaires, sont en cours pour parvenir à réduire considérablement la prévalence de la sous-alimentation sur le territoire national. Ces avancées sont le résultat des réformes entreprises dans le secteur agricole, notamment dans la gestion des intrants agricoles, dont les responsables et les comités de suivi et d'appui renforcent leurs moyens d'action sur le terrain pour une meilleure accessibilité des intrants agricoles au sein du monde paysan. Nestor Mouzou est notre bureau à Kara. Le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA, il est attendu du secteur agricole en 2015 une croissance moyenne de 6%. Pour atteindre ce résultat, des stratégies ont été conçues, entre autres la mise à disposition des producteurs des intrants de bonne qualité en quantité suffisante. Cette tâche incombe à la CAGIA, centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles. Celle-ci sera aidée par des comités de suivi et d'appui à la gestion des intrants agricoles. Ce sont les membres de ces comités que les responsables de la CAGIA ont entrepris de rencontrer dans les différentes régions économiques du pays. Cette rencontre compte pour la région de la Kara. Au centre des échanges, le rôle que les comités de suivi et d'appui à la gestion des intrants sont appelés à jouer pour être efficaces afin que les besoins des vrais producteurs puissent être satisfaits. Nous voulons donc une gestion rigoureuse, éclairée. Nous avons donc entrepris cette année de sensibiliser pour un renforcement de capacité les membres des comités de suivi et d'appui à la gestion des intrants agricoles qui sont en fait les représentants des paysans togolais, les représentants des autorités locales, les chefs de canton, les chefs de village, des représentants des forces de sécurité qui nous appuient dans nos activités. Et ces membres des comités donc
accompagne le gestionnaire de la CAGIA qui est au niveau de chaque magasin afin de s'assurer que les intrants qui sortent du magasin vont aux paysans togolais qui vont les utiliser dans nos champs pour produire afin que chaque Togolais trouve à manger, afin que le paysan lui-même aussi ait un revenu pour améliorer ses conditions de vie. Pour la campagne agricole 2015-2016 qui vient de démarrer, il sera mis à la disposition des producteurs sur le plan national 18 000 tonnes d'engrais NPK, 12 000 tonnes d'urée, 16 000 litres de produits phytosanitaires et 350 tonnes de semences variées. Les intrants agricoles ont leur rôle à jouer dans la production du coton, dont la campagne 2015-2016 a été lancée ce jour à Kara. De 30 000 tonnes de coton en 2009, le Togo, pour le compte de la campagne cotonnière 2014-2015, a atteint 113 000 tonnes. Les axes stratégiques définis pour relancer la production commencent à fournir de bons résultats. Comment expliquer cet accroissement de la production du coton? Adolphe Paka, tentative de réponse. Après une longue période de gloire depuis sa création en 1974, la filière cotonnière au Togo a connu une crise de production dès la campagne 2000-2001. De 100 700 tonnes de fibres à ses débuts, elle a atteint au plus fort de sa production 188 000 tonnes en 1998, avant de connaître une chute de 30 000 tonnes depuis la crise jusqu'à la fin de la décennie. L'État togolais s'est alors engagé à relancer le secteur avec le paiement de la totalité des dettes aux cotonculteurs et aux partenaires de la chaîne de production. Des réformes entreprises dans cette dynamique ont abouti à la création en 2009 de la nouvelle société cotonnière du Togo en remplacement de la Sotoko. Une nouvelle orientation pour la relance de la filière avec pour principal objectif de faire la production de 30 000 tonnes en 2010 à plus de 100 000 tonnes à partir de 2013 et viser 200 000 tonnes en 2022. Avec les réformes entreprises, il fallait créer la motivation au sein des producteurs, accroître les surfaces de production et rendre les intrants disponibles. 150 kilos. Ici, nous sommes à Samakopé, une zone réputée dans cette culture. C'est la saison de la collecte après les récoltes. 46 000 tonnes en 2012, 69 000 tonnes en 2013 et plus de 100 000 tonnes à la campagne 2014-2015. C'est dire que les résultats augurent un lendemain meilleur pour la filière. Le Togo, petit producteur sur l'échiquier international, pour s'affirmer, mise surtout sur la qualité de son produit. Sur toute la chaîne de production, tout est une priorité dans cette relance. L'État a mis donc les moyens, les paysans sont à l'œuvre, mais tout n'est pas encore gagné. Les techniciens en sont conscients et ils accentuent les coups de conseil avec leur groupement. On en vient à présent sur la production et la disponibilité du ciment au Togo. Après une période difficile marquée par l'absence du ciment sur le marché, le gouvernement a remis la pendule à l'heure d'un commun accord avec les cimentiers. Les sociétés de production, à l'instar de Forcia, Diamond Cement et Simtogo, ont expliqué la rupture observée et se sont engagés à respecter les dispositions prises par le gouvernement en ce qui concerne la production, la disponibilité et la régulation du prix du ciment dans toutes les régions du pays. Dans le sujet qui va suivre, toutes les parties s'engagent à rendre pérenne le ciment. Aimé Abalo. C'est la fin de plus de 3 mois de pénurie. Le ciment, rare depuis janvier, est de retour sur le marché. Les chantiers de construction qui tournaient au ralenti ont repris leur cours normal dans la capitale. La fin de la période de grâce pour les spéculateurs. On va à 4 800, à quelque part c'est à 5 000. Bon, maintenant, je pense que maintenant, ça diminue un peu. Je pense que Togo, là, c'est 4 050. Fortia, c'est 4 000 francs. Je pense que maintenant, ça va plus mieux.
Deux raisons fondamentales justifient cette carence constatée en début d'année. D'abord, un problème technique survenu auprès de l'un des trois producteurs a créé un déséquilibre au niveau de l'approvisionnement du marché local. Since that time, the demand has grown in the last decade. So again in 2011. Le deuxième broyeur de Dalavé est tombé en panne. Voilà, donc et là, cela a aussi créé un manque de production. Parce que ça fait environ 1000 tonnes seulement que Dalavé produit par jour à travers la ligne 1 qui est en fonction. Et donc cela fait que au même moment où la demande a augmenté, il y a eu une petite diminution de la production. Mais nous pouvons vous rassurer que dans 2 semaines, le broyeur en panne serait mis directement à niveau et que nous allons reprendre le dessus sur le manque de ciment qu'on constate actuellement sur toute l'étendue du territoire. L'autre raison, c'est que l'UEMOA exige que les poids lourds respectent la charge requise à l'essieu pour assurer la pérennité des infrastructures routières. Et du coup, la surcharge qui faisait l'affaire des transporteurs n'est plus de mise. Ils se plaignent alors du manque à gagner et rechignent à approvisionner le nord du pays. Notre difficulté, c'est que le tonnage est diminué, mais le transport est diminué aussi. Mais ça ne nous avantage pas, parce que les 40 tonnes, là, ça consomme les 600 litres. Les 35 tonnes, ça consomme les 600 litres aussi. Donc ça fait qu'on a des manquants. C'est pourquoi on veut une augmentation. Les transporteurs, on a un partenaire extérieur qui a fait plusieurs fois le sacrifice de convoyer le ciment à destination. Ça a calmé le marché pendant un moment. Mais de l'autre côté, il faut que les transporteurs togolais soient plus nombreux à nous aider aussi à acheminer pour résoudre ce problème qui est un problème national. Le prix pratiqué aujourd'hui tourne autour de 32 francs la tonne kilométrique. Et ils estiment que c'est 55 francs la tonne kilométrique. Voilà. Les trois cimentiers produisent près de 2 millions de tonnes par an, pour une consommation locale qui avoisine 1,2 million de tonnes. Le reste de la production est acheminé vers l'extérieur. Mais le problème avec les transporteurs crée une pénurie récurrente dans le nord, poussant les autorités à mettre un embargo sur les exportations tant que toute l'étendue du territoire national ne sera pas couverte. S'il n'y avait pas ces problèmes avec Fortia et Diamond qui ont vu leur broyeur gâté et avec les problèmes de charge à l'essieu, je crois qu'en temps normal, on arrive à couvrir les besoins du pays, mais avec ces problèmes, on n'arrivait pas vraiment à couvrir les besoins et raison pour laquelle nous avons pris la décision de surseoir à toute exportation jusqu'à ce qu'on puisse résoudre tout le problème, couvrir tout le pays et là, on va ouvrir les exportations. Les difficultés liées à la disponibilité permanente du ciment profitent toujours aux spéculateurs. Les populations sont appelées à la vigilance. Nos services sont là pour vérifier, pour s'assurer que on vend le ciment au même prix sur toute l'étendue du territoire. Et c'est l'occasion de demander à toute la population de nous aider à respecter ces prix officiels. Une concertation entre les différentes parties, producteurs, transporteurs, autorités et même les distributeurs, permettra d'assurer de façon durable la stabilité de ce produit. Toutefois, les autorités écartent toute éventualité d'augmentation du prix du ciment sur le marché national. Pour faire du secteur informel un maillon essentiel de la croissance économique, la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, a élaboré et mis en œuvre un certain nombre de projets, dont la MUCAT, Mutuelle des commerçants et artisans du Togo. Les membres de ces différents organes sont en session de formation à Kara. Il est ici question de les amener à acquérir et renforcer leurs connaissances dans la gestion administrative et financière d'une entreprise. Nestor Mouzou. Selon les statistiques, le secteur informel emploie près de 80% de la population active au Togo et contribue pour 44% au moins au produit intérieur brut. Ce qui fait dire que ce secteur constitue l'un des maillons essentiels de l'économie nationale.
Eu égard à ce point, le gouvernement a entrepris de mieux structurer ce secteur. La délégation à l'organisation du secteur informel a été mise en place pour cette raison. Avec la DOCI, des mutuelles par exemple ont vu le jour. Parmi celles-ci figure la MUCAT, mutuelle des commerçants et artisans du Togo. La MUCAT de la région de l'Akara procède à la formation des principaux acteurs des organes qui la composent, et ceci avec l'accompagnement de la DOCI. C'est une formation en général qui s'inscrit dans le cadre du renforcement institutionnel et opérationnel de la MUCAT. Nous allons voir les modules sur la gestion administrative et financière. Nous allons également nous plancher sur le leadership. Au-delà du leadership, nous allons voir aussi la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles. Et enfin, voir comment gérer les conflits dans un groupe. Juste après cela, les adhésions vont commencer et la MUCAT, dans les jours à venir, va commencer à offrir ses services, notamment l'octroi des crédits. Au-delà de l'octroi de crédit, il y a également les services comme l'assurance santé et la protection sociale que les services partenaires de la DOCI vont bien sûr offrir. Cette formation annonce le démarrage effectif des activités de la MUCAT au niveau de la région de l'Akara. La mutuelle des commerçants et artisans du Togo avait été portée sur les fonds baptismaux justement à Akara. C'était le 24 mars dernier. L'Union des petites et moyennes entreprises et industries du Togo, U35, offre la possibilité aux entrepreneurs et porteurs de projets d'adhérer et de disposer gratuitement de la carte U35. Une grande promotion a donc été lancée hier à Lomé. Il s'agit précisément de leur permettre de bénéficier des crédits auprès des banques et institutions de crédit. Et Kramen Madi Akakou. Les bureaux de l'Union des petites et moyennes entreprises du Togo, U35, sont ouverts à tout entrepreneur et porteur de projet du 1er au 30 juin prochain pour leur adhésion à l'Union. Pour ce faire, il suffit de remplir la fiche Super Promo Adhésion plus carte disponible dans les agences U35 et dans les services de la Poste sur toute l'étendue du territoire national pour disposer gratuitement de la carte de membre. Avec cette super promo, les gens n'auront plus peur qu'ils viennent. 4 000 francs au départ, ça n'a pas empêché à certaines personnes d'arriver. Mais aujourd'hui, quand on laisse tomber les 4 000 francs, il va sans dire que les gens vont arriver. Et en 30 jours, nous sommes convaincus que nous pourrons réunir, sinon nous pourrons avoir 5 000 adhérents de plus. U35 se veut être une garantie pour les entrepreneurs en les aidant à facilement accéder au crédit auprès des institutions bancaires. Cette carte pourra justement être, selon le promoteur, une solution aux difficultés de financement que rencontrent les PME, PMI au Togo. Avec U35, vous bénéficierez des garanties financières qui vous permettraient de couvrir vos risques d'impayés si vous voulez aller au crédit conventionnel à l'Union togolaise des banques qui loge notre fonds de garantie. L'adhésion restera toujours gratuite après le 30 juin aux jeunes diplômés sans emploi de moins de 30 ans. Un produit dénommé Crédit Jeune a été mis à leur disposition par le U35. L'idée est de les amener à créer leurs propres entreprises, générer de l'emploi pour efficacement contribuer à la croissance économique du Togo. Depuis 2011, le Togo a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Conformément aux dispositions de l'article 35 de cette Convention, le Togo doit soumettre au Comité des droits des personnes handicapées son rapport initial. Dans cette perspective, le ministère de l'Action sociale a initié une rencontre avec l'appui de ses partenaires. Il s'agira de collecter des données pour l'élaboration du guide pouvant servir à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées. Antoinette Omao-Vovor. Après le processus d'élaboration du rapport initial de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, place à l'étape de collecte des données pour l'édition du guide y afférent. Les points focaux des différents ministères ici réunis vont travailler sur le document afin de produire un rapport susceptible de protéger les droits fondamentaux des personnes en situation d'un handicap. Ce rapport va être la photographie de la mise en œuvre
de la Convention dans notre pays. Il s'agit de faire le point de la situation de cette mise en œuvre. Est-ce que le Togo a respecté donc les termes de cette convention? Est-ce que le Togo a respecté les engagements qu'il a pris en ratifiant cette convention, notamment par exemple sur la problématique de l'inclusion sociale des personnes handicapées, notamment sur l'insertion sociale, notamment sur la protection de leurs droits, sur la promotion de leurs droits, sur tous les aspects qui vont permettre à la personne handicapée d'être épanouie et d'apporter sa contribution pour le développement de notre pays. Ce rapport servira d'outil pour définir et contrôler les actions en faveur de cette catégorie de la population. Cela pour assurer la protection et la promotion des personnes handicapées, une des priorités des actions gouvernementales. À la présidence de la République, en ce début de soirée, le président de la République, Faure Gnassingbé, s'est entretenu avec l'ambassadeur plénipotentiaire de la Chine, John Zhongxian. Ils ont évoqué la coopération sino-togolaise et ont échangé sur les préparatifs de la 6e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Les relations bilatérales entre la Chine et le Togo ont été également au menu des échanges. 我这次来访问呢，是跟多个政府就如何发展双边关系。 Je suis venu ici pour échanger des vues avec le gouvernement togolais sur le développement des relations bilatérales sino-togolaises ainsi que la préparation de la 6e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Nous souhaitons étudier l'approfondissement de notre coopération sino-africaine et à cet égard, j'ai souhaité échanger des vues avec son Excellence, Monsieur le Président, et écouter ses propositions afin de les prendre en compte aussi dans la planification et la préparation de la 6e conférence ministérielle. La coopération sino-togolaise couvre de très larges domaines, par exemple en matière d'économie portuaire, de construction d'infrastructures, les bâtiments administratifs, par exemple, que nous avons construits pour le Togo, ainsi qu'en matière d'agriculture, d'hôpitaux, de santé et des écoles, etc. Tous ces projets sont très visibles et profitent au peuple togolais. Mais nous ne nous contentons pas simplement de cela, nous voulons avoir encore plus de projets au plus grand bénéfice du peuple togolais. À l'étranger, la 5e assemblée annuelle de la BAD se tient depuis lundi à Abidjan sur le thème l'Afrique est le nouveau paysage mondial. Les défis de développement sont également au cœur de cette rencontre. L'environnement a plus retenu l'attention des décideurs politiques et experts africains. La rencontre de cette année qui se tient après celle de Kigali au Rwanda est axée sur le développement de l'Afrique, notamment sur les défis auxquels elle doit faire face, à savoir le changement climatique, les infrastructures et la bonne gouvernance. L'environnement reste la préoccupation majeure des décideurs politiques et experts africains réunis au cours d'un panel sur l'environnement sous le thème The African Ecological Futures. Le président Ali Bongo a réitéré l'engagement pris d'assurer la transformation sur le sol gabonais des ressources naturelles. Ainsi, à partir de 2020, plus aucune ressource ne sera exportée sans avoir subi une première transformation. Je saisis cette occasion, mesdames et messieurs, pour vous annoncer que le Gabon s'est doté d'une station d'acquisition d'images satellites pour la surveillance des territoires et des ressources terrestres et maritimes. Cette plateforme technologique vient désormais combler la fracture spatiale sur notre continent. J'entends mettre cet outil à la disposition de tous les pays qui en exprimeront le besoin. C'est notre manière de contribuer à la gestion durable de notre continent et plus particulièrement à la surveillance des différents couverts forestiers pour lutter contre le changement climatique et la désertification d'une part, et d'autre part pour mieux surveiller les territoires maritimes et les protéger des activités de pêche illégale ou de piraterie maritime. Relever les défis écologiques aujourd'hui implique une coopération plus étroite et une synergie d'action entre les pays du continent. Je reste cependant optimiste sur nos capacités à relever ces défis et engager la transformation structurelle de nos économies. Cette impérieuse transformation
nécessite une mobilisation soutenue de tous les acteurs pour assurer une croissance inclusive. C'est cet agenda pour l'Afrique que nous voulons qui a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier dernier. C'est ici le lieu de rappeler que cette mutation vitale pour le continent nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières, mais surtout des mécanismes de financement innovants. Les participants à cette rencontre se pencheront également sur un point important qui est celui de l'élection du 8e président de la BAD qui succédera à Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Notons que le Tchad a le soutien officiel du Gabon. Et précisément, Hakim Voumi Adesina a été élu nouveau président de la BAD avec 58% des voix. Il est nigérien, il succède ainsi au Rwandais Donald Kaberuka. Avant donc de passer à la page des sports de cette édition, ce communiqué du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a le plaisir de porter à l'attention de la population togolaise que l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, ouvre à partir du vendredi 29 mai 2015 la campagne de vente 2015 des produits céréaliers sur toute l'étendue du territoire national. Les ventes s'effectuent au niveau des magasins de l'ANSAT, implantés dans toutes les régions suivant le programme ci-après. De lundi à vendredi, 8h à 12h les matins et de 14h30 à 16h l'après-midi. Samedi, 8h à 12h. Les prix de vente des produits sont fixés comme suit. 9 500 francs le sac de 50 kg de maïs, 9 500 francs le sac de 50 kg de sorgho, 13 000 francs le sac de 25 kg de riz blanc, long grain, naturellement parfumé, 10 000 francs le sac de 25 kg de riz blanc, brisé, naturellement parfumé, 7 700 francs le sac de 25 kg de riz blanc, couscous, naturellement parfumé. Pour toute information complémentaire, s'adresser à l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, aux adresses suivantes: Lomé, bureau de la direction régionale de l'ANSAT, maritime, quartier Adidogomé, à Madaromé, juste derrière le lycée technique d'Adidogomé, côté nord, au téléphone 90 25 19 18. À Takwame, bureau de la direction régionale de l'ANSAT, plateau à Agbonou, à côté de l'hôtel sahélien, téléphone 90 92 02 08. Sokodé, bureau de la direction régionale de l'ANSAT centrale à Koma, à côté de la prison civile de Sokodé, au téléphone 90 22 62 97. Kara, siège de la direction régionale de l'ANSAT Kara à Kofak, à côté de la poste de Kara, au téléphone 90 15 80 06. Dapaon, bureau de la direction régionale de l'ANSAT Savane, sur la route de Saint-Cassé, non loin de la station service total, au téléphone 90 14 119 98. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche remercie toute la population togolaise pour l'attention particulière qu'elle accorde aux produits de l'ANSAT. Eh bien, jeudi, Claude Ama est avec nous. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Joseph. La 8e édition du tournoi des retrouvailles a connu son dénouement dimanche dernier à Takwame. Joseph, dans la ville des 7 collines, les gaillards d'Avédi ont pris leur revanche sur ceux de Nachiga de Baguida qui les avaient battus lors de la 7e édition à Kara. Les gaillards d'Avédi sont imposés à l'épreuve des tirs au but 4-2, temps réglementaire, un but partout. Martin Sandani, Mankoubi. Nachingal de Bagdida en maillot blanc n'a pas pu conserver son titre face au Gaillard Club d'Avédi, tout de vert vêtu. Cette finale, qui est une répétition de la 7e édition, a permis aux protégés de Dacruz Minsan de prendre leur revanche sur Nachingal par l'épreuve des tirs au but. Les Verts d'Avédi ont démarré la rencontre avec beaucoup de détermination et finissent par trouver le chemin défilé à la 7e minute d'une reprise de la tête de Mama Lawani.
Un but qui leur donne plus de motivation à vaincre l'adversaire, mais leurs offensives seront toujours enrayées par la défense adverse jusqu'à la pause. À la reprise, Nachingale renaît de ses cendres, domine de bout en bout la partie et réussit à égaliser dans le temps additionnel. Une œuvre de Kissimbo Haïté. Un but partout, score à la fin du temps réglementaire. Mais Nachingale perd finalement au tir au but par 2 contre 4. C'était une revanche que nous prenions aujourd'hui. Je me suis dit que rien n'est encore joué. Du moment où le coup de sifflet final n'a pas encore retenti, j'avais toujours espoir que nous allons gagner cette coupe. J'étais très confiant. Je comptais beaucoup sur mes poulains qui m'ont d'abord rassuré en quittant la maison que coach, aujourd'hui, ce n'est pas Nachingale qui aura le dessus, c'est nous qui allons le dessus. Les fois que nos poulains sont fournis sur le terrain, on est venu à bout à égaliser le but. Donc en égalisant, bon, nous, on est sûr qu'on a déjà eu la coupe. Parce que l'année passée, on a joué la finale avec la même équipe. Bon, on a gagné le trophée au cours de tir au but. Bon, cette année aussi, comme on a égalisé, on va au tir au but. Bon, on est sûr qu'on a déjà la coupe. Vu le fois que nos poulains ont fourni sur le terrain, bon, c'est ça qui a fait qu'ils ont un peu la jambe un peu lourde. En match de classement, Freedom de Baguida en jaune s'est adjugé la 3e place en battant Fraternité de Lomé par 4 tirs à 3. Temps réglementaire 0 but partout. Les 3 équipes au podium ont reçu des médailles et Gaillard Club d'Abedji remporte le trophée de cette 8e édition. Une autre finale, Claude, celle de l'Europa League qui s'est jouée hier à Varsovie en Pologne. Et de 4 pour le FC Séville d'Espagne qui a remporté son 4e titre de la Ligue Europa. La victime a été de nos presque de l'Ukraine battue de 3 buts à 2. Historique, le FC Séville a conservé son titre et remporté sa 4e Ligue Europa. Mené 1-0 par Dnipropetrovsk, Séville égalise grâce à Krikoviak, puis prend l'avantage par le Colombien Bacca. Les Andalous mènent 2-1, mais le Dnipro revient au score avant la pause grâce au coup franc de Rotan. En fin de match, le 7e but de Carlos Bacca dans la compétition donne un avantage définitif au tenant du titre. Dans la douleur, Séville s'impose 3 buts à 2. On savait que cela allait être difficile. C'était une finale. On a essayé d'arriver relâché sur le terrain, mais aussi très concentré. Ils ont ouvert le score rapidement. On a réussi à revenir dans la rencontre. On savait que c'était un match délicat. On a montré beaucoup de caractère, beaucoup de force. C'est un moment unique, très spécial. C'est une chose que tout le monde souhaite vivre. Je veux remercier le club, les supporters. Nous avions la responsabilité de rendre les fans heureux et nous avons travaillé dur pour cela, très dur. Nous avons dû jouer 5 finales dans la compétition pour remporter le titre. Alors Joseph, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Merci Claude. La FIFA suit normalement son calendrier. Elle a juste suspendu 11 de ses membres et son vice-président a été arrêté à Trinité-Tobago. Il aurait perçu 10 millions de dollars pour avoir favorisé la candidature de l'Afrique du Sud au Mondial 2010. La justice américaine a saisi des milliers de documents. Effort, pas la fin. Nous allons veiller à éradiquer la corruption dans le monde du football. C'est en visant cet homme que la justice américaine a pu se saisir de l'affaire. Jack Warner, arrêté hier par la police de son pays à Trinité et Tobago, sur demande des Américains. Ancien président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA, il aurait touché pas moins de 10 millions de dollars de l'Afrique du Sud pour lui attribuer la Coupe du Monde en 2010. Même soupçon de corruption envers d'autres membres de la FIFA pour l'attribution des coupes 2018 et 2022 en Russie et au Qatar. Mais pour l'instant, Sepp Blatter, inamovible président de la FIFA, n'est pas incriminé. Sa réélection reste programmée pour demain. Il est encore soutenu par de nombreux pays, dont la Fédération française de football de Noël Le Graët. Il faut maintenant s'attendre à de nouvelles révélations, notamment de la part de Chuck Blazer, ancien dirigeant de la FIFA, inculpé pour fraude fiscale. Il a décidé de collaborer avec la justice américaine. Il a même porté des micros lors de réunions pour faire tomber ses anciens collègues. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre présence.